Donald Trump will face criminal sentencing in that New York trial where he was convicted. Judge Merchan ruled on that today. This is one of those days where we end the week and the new year. We knew Congress would be picking its speaker. We didn't know we would get this new decision, which tees up Donald Trump's sentencing, even without jail, for next Friday. I'm joined now by Che Komanduri. Che, welcome. It's not quite a full Che Day. Good to have you. As you know, Che Days have a logic all of their own. But it is... La nouvelle a frappé comme un séisme au cœur de l'Empire Trump. Il ne s'agissait pas d'une arrestation ni d'une nouvelle accusation pénale, mais pour un magnate habitué à mesurer son pouvoir en chiffres et en propriété, c'était peut-être le coup le plus sensible et le plus stratégique. L'effondrement financier déclenché par une décision judiciaire ayant le pouvoir de tout détruire. Une cour d'appel fédérale a décidé de maintenir intacte une sanction de près d'1 million de dollars contre Donald Trump et son avocate Alina Habba. Et ce qui semble n'être qu'un chiffre se transforme, entre les mains du système judiciaire, en une arme de précision pour frapper là où ça fait le plus mal, le patrimoine, les flux de trésorerie, les piliers et l'influence qui soutiennent l'empire immobilier que Trump a utilisé comme atout tout au long de sa carrière politique. Mais le plus troublant n'est même pas le montant en soi. Le véritable séisme réside dans ce que ce montant représente juridiquement. L'autorisation officielle pour les avocats de la partie adverse, Hillary Clinton et les autres défendeurs dans cette affaire, de procéder à des saisies, des blocages d'actifs et des exécutions directes contre toute propriété ou source de revenus du président. Mar-a-Lago, le palais doré de Trump en Floride, n'est pas hors de portée. La juge a activé la phase d'exécution. Et les instruments juridiques qui sont désormais mis en œuvre ont une puissance que peu de gens connaissent en dehors des coulisses de la justice américaine. La procédure qui a conduit à cette décision a débuté en 2022, lorsque Donald Trump a décidé de poursuivre Hillary Clinton, le Parti démocrate, d'anciens directeurs du FBI et même des cabinets d'avocats, affirmant qu'ils avaient tous conspiré contre lui lors des enquêtes sur l'ingérence russe dans les élections de 2016. L'accusation a été déposée en vertu de la loi RICO, la même législation créée dans les années 1970 pour démanteler les organisations mafieuses. L'audace du président ne résidait pas seulement dans l'ampleur des accusations, mais aussi dans la manière dont il a tenté de transformer ses adversaires politiques en un prétendu gang criminel, en utilisant un instrument juridique lourd qui exige des preuves solides d'une structure criminelle organisée. Le résultat a été un désastre juridique. La juge de district qui a reçu l'affaire l'a non seulement rejetée, mais elle l'a démantelée point par point, qualifiant les allégations d'infondées, de malveillantes et de tentatives d'utiliser le tribunal comme une tribune politique et un outil d'intimidation contre ses adversaires. Face à cela, le tribunal a pris une décision rare, infliger une sanction sévère à Trump et à son avocate, les obligeant à payer les frais juridiques de tous les défendeurs, soit plus de 937 000 dollars. Trump a fait appel. Son espoir était clair, porter l'affaire devant la 11e cour d'appel, connue pour sa composition conservatrice et pour compter parmi ses membres des juges nommés par le président lui-même. Mais même là, il n'a pas trouvé de protection. Le panel de 3 juges a été unanime pour maintenir la sanction, confirmant que le procès de Trump était un abus de justice, visant à faire les gros titres plutôt qu'à obtenir justice. À partir de là, la donne a changé. La justice n'a pas seulement mis un terme à l'affaire, elle a enclenché le processus lourd des sanctions réelles. Le tribunal a déterminé que Trump et Habba étaient conjointement et solidairement responsables de la dette. Cela signifie que les créanciers, en l'occurrence Hillary Clinton et les autres, peuvent réclamer la totalité du montant à l'un ou l'autre. Si Habba n'a pas d'argent, Trump pourrait devoir tout payer. Si Trump tente de dissimuler ses actifs, les créanciers peuvent s'en prendre à Habba et ruiner sa situation financière personnelle. Plus qu'une simple amende, cela est devenu une bombe à retardement sur le point d'exploser sur eux deux. Et Trump a l'habitude de retarder les paiements.
d'esquiver les recouvrements, de tergiverser autant que possible. Mais cette fois-ci, le système est prêt, car maintenant, nous sommes dans la phase d'exécution, et l'arsenal dont dispose l'équipe juridique de Clinton est dévastateur. Première étape, les saisies. Avec le jugement définitif en main, les avocats peuvent enregistrer le montant comme une dette reconnue dans n'importe quel registre foncier où Trump possède des biens immobiliers. Cela transforme chaque immeuble, hôtel ou terrain de golf en un champ de mine financier. S'il tente de vendre, le registre bloque la transaction. S'il souhaite refinancer et emprunter de l'argent en utilisant le bien immobilier comme garantie, la banque refuse. La saisie agit comme un frein, paralysant l'utilisation et la valeur de la propriété jusqu'à ce que la dette soit remboursée. Et si cela ne suffit pas, il existe l'outil redouté de la retenue sur les revenus, appelé garnishment. Contrairement à ce que beaucoup pensent, cela ne se limite pas à une partie du salaire. Dans le cas de Trump, cela peut signifier l'interception des loyers payés par les locataires, des recettes d'événements, des paiements de licences de marque, des redevances, des revenus d'entreprise. Le tribunal peut obliger toute personne ou entreprise qui doit de l'argent à Trump à rediriger ce paiement directement vers l'équipe juridique d'Hillary Clinton, de l'argent qui ne passe même pas par son compte bancaire. L'impact de cette mesure est beaucoup plus large qu'il n'y paraît. Nous parlons d'une personnalité qui a déjà accumulé d'autres condamnations civiles de plusieurs millions de dollars, comme les affaires Jean Carroll et le procès pour fraude civile à New York. Lorsque ces dettes s'accumulent, un phénomène connu sous le nom d'empilement des condamnations apparaît. Cela transforme la vie financière d'une personne en une course aux créanciers. Tout le monde essaie d'enregistrer ses saisies en premier, car le premier à entrer a la priorité au moment de recevoir. Cela oblige toutes les parties concernées à agir à toute vitesse, mettant Trump sous pression de tous les côtés en même temps. Le résultat est un encerclement, un effondrement lent, mais implacable, où chaque actif est gelé, chaque source de revenus est épuisée, chaque négociation devient impossible. Les investisseurs se détournent, les banques ferment leurs portes, et la réputation de solvabilité, qui a été pendant des décennies l'un des principaux atouts de Trump, commence à se détériorer publiquement. Ce qui a commencé comme une tentative de vengeance juridique contre une adversaire politique s'est transformé en un piège financier, tendu par le système même que Trump a tenté d'utiliser à son avantage. Et le plus important de tout, c'est que les juges qui ont signé cette ordonnance, y compris les conservateurs nommés par lui, ont décidé ensemble que la justice doit avoir des limites, et que ces limites ont été dépassées. Ils ont tracé une ligne, et ils ont clairement indiqué que l'utilisation politique de la justice sera punie avec toute la rigueur nécessaire, même lorsque l'auteur de l'action était autrefois l'homme le plus puissant du monde. Si ce contenu vous ouvre les yeux sur ce qui se passe réellement dans les coulisses du pouvoir aux États-Unis, aimez la vidéo dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide à continuer à révéler la vérité, que beaucoup tentent de cacher. Alors que les yeux du pays sont tournés vers les tribunaux pénaux où Donald Trump fait face à des accusations très graves, c'est dans les salles d'audience civiles qu'une offensive est en cours. La décision de la 11e chambre d'appel n'était pas seulement une nouvelle défaite juridique, elle était un signe clair que même les bastions les plus conservateurs de l'appareil judiciaire américain sont prêts à rompre avec la clémence qui a protégé pendant des années des personnalités puissantes comme Trump. Et maintenant que toutes les possibilités de recours ont été épuisées, commence ce que les experts appellent la phase terminale du processus, le recouvrement forcé. Cette étape, souvent ignorée du public, est celle où le véritable impact se produit, car elle implique des mesures invasives et susceptibles de paralyser la vie financière de n'importe qui, aussi riche et influent soit-il. Les équipes juridiques qui représentent Hillary Clinton et les autres bénéficiaires de la décision disposent déjà de tous les outils juridiques nécessaires pour agir. Et il n'est pas exagéré de dire qu'à l'heure actuelle, Mar-a-Lago est juridiquement vulnérable. L'enregistrement d'une saisie sur ce type de propriété transforme un symbole de pouvoir en un actif bloqué, impossible à vendre,
à refinancer ou à transférer. Et ce n'est que la première étape. La guerre se déroule désormais au niveau des registres, des banques et des contrats commerciaux. Chaque nouveau document enregistré peut signifier le gel d'une nouvelle source de revenus, le blocage d'une nouvelle ligne de crédit, l'interruption d'un nouveau flux de trésorerie. Parallèlement, les autres actions civiles en cours s'ajoutent à cette offensive. Les procès impliquant Jean Carroll, les scandales de fraude civile à New York et même d'autres décisions mineures forment un mur de dettes reconnues judiciairement qui dépasse déjà les centaines de millions de dollars. Cette superposition de jugements rend impossible l'adoption de la stratégie classique de Trump, tout repousser à plus tard. Désormais, un tout retard ouvre la voie à un autre créancier pour prendre les devants et bloquer les actifs avant. Cela déclenche une course, et dans une course comme celle-ci, les plus agiles gagnent. Il n'y a pas de temps pour les articulations politiques, ni d'espace pour négocier en coulisses. L'ordonnance judiciaire est claire et les délais courts. La juge qui a autorisé cette exécution comprend parfaitement ce qui est en jeu. C'est précisément pour cette raison que la décision a été prise rapidement. La rapidité avec laquelle l'enquête et les mesures de recouvrement ont été mises en œuvre montre qu'il ne s'agit pas d'un simple geste. Il s'agit d'une réponse institutionnelle à l'utilisation abusive du système judiciaire comme tribune politique. La Cour a estimé que Trump avait tenté de transformer le système juridique en une extension de sa rhétorique de campagne et a décidé d'agir avec fermeté pour empêcher que cela ne devienne un précédent. Il s'agit d'une réponse non seulement à ce cas spécifique, mais aussi à une logique qui se répétait, celle selon laquelle des personnalités puissantes pouvaient manipuler les procédures pour intimider leurs adversaires, faire traîner les procédures pendant des années, accumuler des ressources et gagner du temps. Cette fois-ci, le temps est écoulé. Et le plus surprenant est la manière dont cette offensive est menée, avec discrétion, technique et précision chirurgicale. Il n'y a pas de tapage, il n'y a pas de spectacle médiatique, il n'y a que la force d'une machine juridique qui, lorsqu'elle agit avec conviction, peut démanteler des structures qui semblaient intouchables. Mar-a-Lago, symbole ultime de l'ostentation trumpiste, est désormais dans le collimateur d'avocats déterminés et légalement habilités à agir. Chaque notaire, chaque banque, chaque contrat peut être mis à contribution. Et il ne s'agit pas seulement de valeur, il s'agit de la réputation de crédit, de l'image publique, de la perception de solidité auprès des partenaires, des investisseurs et de l'électorat lui-même. Un président qui a toujours construit son discours comme un gagnant né voit désormais son empire rongé par des décisions qui émanent du système même qu'il jurait contrôler. Cela a des conséquences qui dépassent le domaine juridique. Au sein du Parti républicain, l'usure est évidente. Même ceux qui soutiennent encore Trump publiquement commencent à montrer leur malaise en coulisses. Car ils savent que l'effondrement financier d'un leader politique peut rejaillir sur toute la base qui le soutient. Le risque est désormais institutionnel. Un président endetté, dont les biens sont bloqués et les revenus interceptés, représente un passif politique difficile à porter, surtout en année électorale. Il ne s'agit plus d'une simple persécution judiciaire, comme le prétendent souvent ses partisans. Il s'agit de l'exécution d'une décision, de l'application de la loi, d'une conséquence proportionnelle à l'abus commis. Et ce revirement dans le discours est dangereux pour Trump, car, pour la première fois depuis longtemps, les faits l'emportent sur la rhétorique. Et les faits sont durs, inévitables, incontestables. Même s'il tente de les ignorer ou de les minimiser, la vérité est inscrite dans les documents judiciaires, les registres notariaux, les ordres bancaires. La pression augmente et l'isolement s'accentue. Les avocats proches commencent à battre en retraite. Les partenaires commerciaux font preuve d'hésitation. Et, plus que jamais, la figure du président commence à sembler encerclée, non pas par des ennemis politiques, mais par des créanciers, par des juges, par des huissiers de justice, par une structure qu'il a tenté de manipuler, mais qui réagit désormais avec force, cohérence et légitimité. Ce changement d'axe représente un tournant décisif.
Le système ne se contente plus d'enquêter sur Trump, il lui réclame des comptes. Et il le fait avec tous les outils que la loi lui permet. Saisie, blocage, interception, ordonnance de saisie. Chaque pas qu'il fait peut désormais être surveillé, bloqué, exécuté. Chaque jour qui passe sans paiement, de nouvelles actions peuvent être engagées. De nouveaux biens immobiliers peuvent être saisis. De nouveaux contrats peuvent être résiliés. La crise financière devient une boule de neige qui avance rapidement, engloutissant actifs, réputation et alliances politiques. Et ce qui était une tentative de vengeance juridique contre Hillary Clinton se transforme, aux yeux du pays, en un exemple clair du plus ancien adage juridique qui soit. Celui qui se joue de la justice par caprice finit par devoir y faire face par obligation. Si vous pensez que ce type d'information n'apparaît pas dans les médias traditionnels pour une raison quelconque, aidez cette vidéo à circuler. Laissez votre like, partagez et activez la cloche. La vérité a besoin de vous. À ce stade, ce n'est plus seulement une question de justice ou de politique. Nous sommes confrontés à un effondrement systémique qui révèle les profondes fissures d'un empire qui, pendant des décennies, s'est maintenu grâce à son image, son influence et son intimidation. Les décisions qui s'abattent aujourd'hui comme des coups de marteau judiciaire sur Donald Trump ne sont pas seulement les conséquences d'actions récentes, mais l'accumulation d'un parcours construit à la limite de la légalité, soutenu par une machine de propagande et un filet de protection qui commence maintenant à se déchirer. La sentence confirmée par la 11e chambre d'appel a ouvert une porte qui semblait fermée depuis des années. Une porte qui donne un accès direct au cœur financier de Trump. Et il ne s'agit pas d'une enquête préliminaire, d'une future plainte ou d'un procès encore en débat. Il s'agit d'une décision définitive, incontestable, immédiatement exécutoire. Et cela change tout, car pour la première fois, les mécanismes juridiques ne visent pas seulement Trump. Ils touchent directement ses biens, ses avoirs, ses contrats, ses entreprises, ses comptes bancaires. L'idée d'un président dont les biens immobiliers sont bloqués, les revenus redirigés et les liquidités drainées semblait improbable. Mais maintenant, c'est réel, c'est officiel et c'est en cours. Mar-a-Lago, symbole de pouvoir, de luxe et de domination, peut désormais se transformer en un actif immobilisé, bloqué par un sceau de saisie. La Trump Tower, autrefois icône de l'ostentation urbaine, pourrait faire l'objet de ventes aux enchères judiciaires si les dettes s'accumulent et ne sont pas remboursées. Et l'étau se resserre rapidement, car la loi américaine, lorsqu'elle est activée sur une base solide et une décision définitive, n'hésite pas. Elle avance, elle applique, elle recouvre. Dans ce nouveau scénario, le Parti républicain se retrouve acculé. Maintenir un soutien sans réserve à Trump signifie entraîner dans l'élection de 2026 une figure associée non seulement à des enquêtes, mais aussi à des exécutions judiciaires, des blocages financiers et des accusations d'abus du système juridique. Il ne s'agit plus d'un récit, il s'agit de faits avérés, de documents enregistrés, de dettes réelles, et cela a un impact sur la base, les donateurs, les alliés, les indécis. Car l'électeur américain, aussi polarisé soit-il, comprend le poids d'une décision judiciaire unanime, rendue par des juges conservateurs qui affirment que Trump a utilisé le pouvoir judiciaire pour persécuter ses adversaires et qu'il doit maintenant en payer le prix. Ce type de reconnaissance juridique ne s'efface pas avec des discours enflammés ou des publications sur les réseaux sociaux. Elle s'impose, elle résonne, elle modifie la perception du public. Et à mesure que de nouvelles décisions sont exécutées, que de nouveaux biens immobiliers sont saisis, que de nouveaux comptes sont gelés, cette perception se cristallise. L'image de force absolue commence à se fissurer. Et à travers ces fissures, le doute s'installe. Le doute sur la viabilité politique d'une personne entourée de tant de décisions contraires. Le doute quant à la capacité de leadership de quelqu'un qui n'arrive même pas à maintenir sa propre stabilité juridique. Le doute quant à ce qui reste à venir, car la décision qui a confirmé la sanction de près d'1 million de dollars n'est qu'une pièce du puzzle. D'autres actions sont en cours, d'autres enquêtes mûrissent, et l'effet domino
a déjà commencé. Lorsqu'une décision ouvre la voie à l'exécution, d'autres se sentent encouragés, d'autres juges se sentent soutenus, et les avocats qui hésitaient auparavant se sentent désormais en sécurité pour agir. Ce qui se profile, c'est une tempête parfaite. Une accumulation de défaites juridiques, de décisions finales et d'exécutions simultanées qui pourraient petit à petit étouffer la base financière de Trump. Et sans base financière, aucune campagne ne peut se maintenir, aucune influence ne peut se projeter, aucune image ne peut résister. Les créanciers n'attendent pas, les tribunaux ne reculent pas, les délais sont courts, les outils sont nombreux, et le temps, qui était autrefois le plus grand allié de Trump, joue désormais en sa défaveur. Car chaque jour sans paiement, chaque centime non versé, le système avance. Et quand il avance, il ne revient pas en arrière. La question qui se pose maintenant est la suivante. Jusqu'où cela ira-t-il ? Jusqu'où la justice sera-t-elle capable d'aller pour montrer que personne n'est au-dessus des lois ? Jusqu'où le système bancaire, les notaires, les tribunaux et les agents financiers pourront-ils aller avant qu'une réaction politique ne tente de freiner le processus ? Car Trump a encore des alliés, il a encore des partisans, il a encore de l'influence. Mais les chiffres ne mentent pas. Et les chiffres montrent que malgré toutes ces alliances, il est en train de sombrer, rapidement, implacablement. Et ce qui rend tout cela encore plus important, c'est l'ironie finale. L'action qui a déclenché ce désastre a été intentée par lui-même. Il a poursuivi Hillary Clinton, il voulait se venger, il voulait faire la une des journaux. Il a utilisé une loi créée pour faire tomber les mafieux, afin d'essayer de détruire ses adversaires. Mais c'est cette même loi qui a ouvert la voie à sa ruine financière. C'est cette tentative de manipulation du système qui a exposé ses faiblesses, qui a révélé à quel point sa structure était fragile, qui a montré que derrière les bâtiments dorés et les jets privés luxueux se cachait une toile vulnérable à toute ordonnance judiciaire bien fondée. Maintenant, le temps de la rhétorique est révolu. Le temps des promesses, des fanfaronnades, des manœuvres politiques est révolu. Il ne reste plus que le temps de l'exécution, du recouvrement, de la justice. Et quand elle frappe à la porte, aucune porte dorée ne peut l'empêcher d'entrer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous vous souciez de la situation. Alors, écrivez dans les commentaires. Trump ne nous fera pas taire. Cela montre qu'il existe encore une résistance. Aimez, abonnez-vous, partagez et rejoignez la communauté qui n'a pas peur d'affronter la vérité.